Après l'accouchement, mon père, un homme fortuné, a voulu me faire une surprise et est venu à l'hôpital sans prévenir. Mais dès qu'il a vu les vêtements modestes et les quelques affaires que j'avais préparées pour le bébé, il m'a demandé sans détour. « Ma fille, les 4 000 € que je t'envoyais chaque mois ne te suffisaient pas ?» J'ai été si surprise que je n'ai pas su si mon père plaisantait. Je lui ai répondu « Papa, je me suis débrouillée avec mes économies et mon travail de freelance. » Ma réponse l'a laissé sous le choc. Son visage est devenu rouge et, à ce moment précis, mon mari et ma belle-mère sont entrés dans la chambre. Jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se produire. L'odeur de désinfectant et l'air confiné furent les premières sensations qui accueillirent Chloé à son réveil. Elle ouvrit lentement les yeux. La chambre lui semblait étrange, mais en même temps, elle lui transmettait une sensation de soulagement. La douleur dans tout son corps, surtout dans le bas-ventre, restait vive. Cependant, cette souffrance fut remplacée par une paix immense lorsqu'elle tourna la tête sur le côté. Dans un simple berceau en plastique transparent, reposait une petite créature encore rosée et fripée. Son fils. Les larmes d'émotion coulèrent à nouveau. Elle caressa sa petite joue du bout de l'index. Elle sentait que toute la douleur des heures de travail avait été largement récompensée. Chloé ajusta le châle légèrement de travers sur ses épaules. Elle avait choisi une chambre partagée pour 3 personnes dans cet hôpital public de Paris. Non par manque d'options, mais parce que c'était la décision la plus sensée pour la situation économique d'elle et de son mari, Julien. La chambre comptait 4 lits, bien qu'à ce moment-là, seul le sien et un autre dans un coin fussent occupés. Un ventilateur de plafond tournait lentement, émettant un grincement monotone, mais c'était suffisant pour atténuer la chaleur. Elle regarda de nouveau son bébé. Une couverture en laine bleu clair, achetée sur un marché quelques mois plus tôt, enveloppait son petit corps. Chloé sourit. Elle se souvint comment sa belle-mère, Sylvie, s'était moquée quand elle la lui avait montrée. « Chloé, pourquoi achètes-tu ces babioles? Ça va irriter la peau du petit. Tu es bien trop radine. Comment peux-tu être si avare avec ton propre fils? » Le cœur de Chloé se serra. Avare. Elle essayait seulement d'être réaliste. Son mari, Julien, était un simple employé de bureau dans une société privée. Son salaire suffisait à peine à couvrir les dépenses quotidiennes dans une grande ville. Pour payer l'accouchement et acheter les affaires du bébé, Chloé avait travaillé sans relâche. Dès le 6e mois de grossesse, elle commença à accepter des missions comme graphiste freelance. Elle travaillait jusque tard dans la nuit, souvent jusqu'à ce que son dos soit raide et que ses yeux brûlent. Elle économisa chaque centime. Elle réprima ses envies de nourriture chère. Elle contint son envie lorsque ses amis se vantaient de leurs nouveaux sacs ou vêtements. Tout cela pour son fils. Elle voulait se prouver à elle-même et à Sylvie qu'elle pouvait être une bonne mère sans être un fardeau pour son mari, Julien. Chloé soupira. Son mari était un homme bon, mais trop soumis à sa mère. Chaque fois que Chloé se plaignait de l'attitude de Sylvie, Julien se contentait de dire « Sois patiente, ma chérie. Maman est comme ça. C'est une personne âgée. Tu dois la comprendre. » Julien ne la défendait jamais et, en ce qui concerne l'argent, il remettait toujours son salaire à Sylvie pour qu'elle le gère. Chloé ne recevait qu'une petite somme pour les dépenses quotidiennes, qui étaient souvent insuffisantes. « Je vais devoir accepter plus de travail, Julien, » lui dit-elle un jour. Julien hocha simplement la tête. « Bien sûr, si tu peux le faire, fais-le, mais n'oublie pas tes obligations d'épouse. » Chloé sortit de ses pensées lorsque la porte de la chambre s'ouvrit avec un grincement. Une infirmière entra avec un sourire. « Ah, vous êtes réveillée, Madame Chloé? Comment vous sentez-vous? Pouvez-vous vous asseoir ?» demanda-t-elle en vérifiant la perfusion. « Je vais bien, merci. Encore un peu douloureuse, mais très heureuse, » répondit Chloé d'une voix rauque. « Le bébé est en très bonne santé et il est magnifique. 2 kg et 49 cm. Parfait. » La complimenta l'infirmière. « Vous avez été forte, Madame Chloé. Vous êtes venue à tous vos rendez-vous et vous avez tout préparé toute seule. Votre mari m'a dit que vous vous étiez occupée de toute la paperasse vous-même. Vous êtes très indépendante. » Chloé esquissa seulement un léger sourire. Elle y avait été obligée. Alors qu'elle allait demander quand son mari reviendrait, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce n'était ni une infirmière, ni Julien, ni Sylvie. Le cœur de Chloé se mit à battre la chamade. Une silhouette grande et imposante, vêtue d'une coûteuse chemise en soie, se tenait sur le seuil. Son visage, aux traits fermes et autoritaires, semblait un peu fatigué,
mais ses yeux la fixaient directement. « Papa !» murmura Chloé, incrédule. C'était Monsieur Dubois, son père. Quand il entra, la petite chambre partagée parut soudain beaucoup plus oppressante. L'odeur de son parfum de luxe l'emporta sur celle du désinfectant. Monsieur Dubois était un magnat, propriétaire d'un conglomérat d'entreprises avec un réseau d'affaires complexe. Chloé était sa fille unique, mais elle avait choisi une vie modeste en épousant Julien, une décision qui s'était heurtée au début à l'opposition farouche de son père. Leur relation s'était refroidie. Chloé était trop fière pour demander, et Monsieur Dubois trop occupé pour s'enquérir. « Papa, comment savais-tu que j'étais ici ?» demanda Chloé en essayant de se redresser. La douleur dans son abdomen la lança à nouveau. « Je reste ton père, Chloé, » dit Monsieur Dubois de sa voix grave et profonde. Il ne s'approcha pas du lit de Chloé, mais dirigea son regard vers le berceau du bébé. Son assistant, qui se tenait derrière lui, portait une énorme corbeille de fruits exotiques. Monsieur Dubois s'approcha du berceau, contempla son premier petit-fils. Son visage durci s'adoucissait peu à peu. « C'est un garçon », murmura-t-il. « Oui, papa, c'est ton petit-fils » dit Chloé avec fierté. Monsieur Dubois tendit un doigt et toucha la petite main qui sortait de la couverture, mais le sourire qui s'était dessiné sur son visage s'effaça progressivement. Ses yeux parcoururent la chambre, le lit en fer à la peinture écaillée, le ventilateur grinçant et la couverture en laine bleu clair qui enveloppait son petit-fils. « Tu es dans une chambre comme celle-ci » Sa voix était sans expression. « Oui, papa, c'est une chambre partagée. Tant qu'elle est propre, ça suffit, » répondit Chloé, commençant à se sentir mal à l'aise. « Et qu'est-ce que c'est que cette couverture? Pourquoi est-elle si rêche ?» demanda-t-il à nouveau, cette fois avec plus de dureté dans la voix. « Je l'ai achetée au marché, papa. Elle est de bonne qualité. Je l'ai bien lavée. » Monsieur Dubois garda le silence. Son visage se tendit. Il fixa sa fille. Dans ses yeux, il y avait une colère contenue. « Chloé !» l'aplatit la voix basse, mais fermement. « Je suis venue sans prévenir pour te faire une surprise. Je pensais que tu serais dans une suite VIP. Je croyais que tu donnerais le meilleur à notre petit-fils. Papa, Monsieur Dubois l'interrompit en levant une main. « Mais qu'est-ce que je vois ?» Les vêtements du bébé sont modestes. La couverture est bon marché et ta chambre, c'est ça. Il prit une profonde inspiration. « Ma fille, les 4 000 € que je t'envoyais chaque mois ne te suffisaient pas ?» Le monde de Chloé sembla s'arrêter. « 4 000 € chaque mois ?» Elle laissa échapper un petit rire, un rire nerveux et forcé. « Papa, de quoi parles-tu? Tu plaisantes? 4 000 €. Plaisanter ?» La voix de Monsieur Dubois monta d'une octave. « Je ne plaisante jamais avec l'argent, et encore moins quand il s'agit de ma fille unique. » Le cœur de Chloé s'accéléra. Elle chercha un indice de mensonge dans le regard de son père, mais ne trouva qu'une fureur sincère. « Papa, tu ne m'as jamais envoyé cet argent. J'ai couvert toutes les dépenses et mes besoins avec mes économies et l'argent que je gagnais en freelance. » Monsieur Dubois ne bougea pas. Il se contenta de planter en eux un regard si perçant qu'il semblait capable de les écorcher vifs. Sa colère était si dense qu'on la sentait comme une chaleur étouffante qui remplissait la petite chambre. Sylvie fut la première à rompre le silence. Son instinct de prendre le contrôle de la situation s'activa immédiatement. Elle posa rapidement les sacs par terre à l'extérieur de la chambre et esquissa un sourire si forcé qu'il ressemblait à une grimace. Juste à ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Le rire strident de Sylvie se fit entendre avant même qu'elle n'entre. « Ha ha ha! Ah! Julien, tu as de ces idées? Tu m'achèteras un autre sac de créateur après, hein? Tant que la couleur est assortie, ça me va. » Julien et Sylvie entrèrent dans la chambre. Leurs rires s'éteignirent net. Leurs mains étaient chargées de sacs de boutique de luxe. Les yeux de Sylvie, qui brillaient une seconde auparavant, étaient maintenant pétrifiés par la vue de Monsieur Dubois, qui se tenait comme un dieu de la colère près du lit de Chloé. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Le rire joyeux de Sylvie, qui s'était entendu depuis le couloir, résonnait encore à leurs oreilles, en contraste frappant avec l'atmosphère glaciale de la chambre. Sylvie se figea sur le seuil, ses mains agrippant fermement plusieurs sacs en papier, avec les logos de marques célèbres. À ses côtés, Julien, le mari de Chloé, ressemblait à un cerf ébloui par les phares d'une voiture. Son visage était pâle comme un linge, et les sacs qu'il tenait faillirent lui tomber des mains. Chloé les regarda, puis regarda les sacs.
De l'un de ceux que tenait Sylvie dépassait un sac en cuir rouge qui, de toute évidence, coûtait plusieurs milliers d'euros. Et puis elle regarda la modeste couverture de son bébé. Quelque chose dans sa tête commença à palpiter douloureusement. Monsieur Dubois ne bougea pas. Il se contenta de planter en eux un regard si perçant qu'il semblait capable de les écorcher vifs. Sa colère était si dense qu'on la sentait comme une chaleur étouffante qui remplissait la petite chambre. Sylvie fut la première à rompre le silence. Son instinct de prendre le contrôle de la situation s'activa immédiatement. Elle posa rapidement les sacs par terre à l'extérieur de la chambre et esquissa un sourire si forcé qu'il ressemblait à une grimace. « Tiens, monsieur Dubois, quelle surprise! Vous êtes déjà là. Vous auriez pu prévenir. Ah, vous êtes enfin venu voir votre petit-fils. Et… » salua-t-il de la voix la plus mielleuse qu'elle put trouver, comme si de rien n'était. Julien balbutia aussi. « Oui, beau papa. Excusez-nous, nous venons juste d'arriver. Nous étions sortis un moment pour manger quelque chose. » Il cacha rapidement les sacs qu'il portait derrière son dos. Un geste aussi inutile que ridicule. Monsieur Dubois ne répondit pas à leur salutation. Son regard ne quitta pas les visages de Julien et Sylvie. « Manger, hein » gronda-t-il. « À ce que je vois, vous avez mangé dans une boutique de luxe. » Sylvie se sentit immédiatement acculée, mais tenta de dissimuler. « Ah non, pas du tout. C'est que nous sommes passés faire une course pour une amie. Nous allions à la cafétéria de l'hôpital. »« Monsieur. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Chloé. Elle était toujours confuse. Elle ne comprenait rien. Elle se sentait étourdie. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, papa ?» Monsieur Dubois ignora Chloé, fit un pas en avant. Sa stature imposante fit reculer instinctivement Julien et Sylvie. « Je vais vous le demander une dernière fois, » dit monsieur Dubois d'une voix basse et dangereuse. « Julien, madame Sylvie, où sont les 4 000 € mensuels que je vous donnais pour ma fille ?» Cette fois, Chloé ne rit pas. À la place, la confusion dans ses yeux se transforma progressivement en horreur. Elle regarda son mari, cherchant une réponse. Julien déglutit. Une goutte de sueur de la taille d'un pois chiche commença à glisser sur sa tempe. Il regarda sa mère, cherchant de l'aide. Sylvie s'avança rapidement. Sa fausse amabilité s'était transformée en une expression feinte de tristesse. Elle porta même une main à sa poitrine comme si elle était choquée. « Quel argent, monsieur Dubois ? 4 000 €? Mon Dieu, quelle somme énorme !» s'exclama-t-elle. « Nous n'avons aucune idée de ce dont vous parlez. Au contraire, monsieur, c'est nous qui avons eu du mal. »« Du mal ?» répéta monsieur Dubois. « Oui, monsieur !» s'exclama Sylvie. Maintenant, son ton était devenu accusateur. « C'est que cette Chloé est une dépensière. Vous ne connaissez pas le vrai visage de votre fille. Depuis qu'elle a épousé mon Julien, vous ne savez pas l'argent qu'elle dépense. L'argent que Julien lui donne n'est jamais suffisant. Elle demande toujours des choses. Elle dit que ce sont des envies de grossesse, mais quelle coïncidence que toutes ces envies soient hors de prix. » Chloé sentit l'air lui manquer. « Belle maman, quand est-ce que je vous ai demandé quelque chose de cher ?» protesta-t-elle. Sa voix était faible, mais tremblait d'indignation. « Je n'ai rien demandé. »« Allons, ne fais pas l'innocente, Chloé, » répliqua Sylvie avec aigreur. « Tu as demandé ces vêtements de grossesse de créateurs si bizarres. Tu as demandé de la nourriture de restaurants chers. Mon Julien était sur les nerfs. Nous avons dû nous serrer la ceinture pour couvrir tes caprices. » Une goutte de sueur de la taille d'un pois chiche commença à glisser sur sa tempe. Il regarda sa mère, cherchant de l'aide. Sylvie s'avança rapidement. Sa fausse amabilité s'était transformée en une expression feinte de tristesse. Elle porta même une main à sa poitrine comme si elle était choquée. « Quel argent, monsieur Dubois ? 4 000 €? Mon Dieu, quelle somme énorme !» s'exclama-t-elle. « Nous n'avons aucune idée de ce dont vous parlez. Quand ai-je dépensé sans compter ? Au contraire, j'ai contribué aux frais de la maison avec l'argent que je gagnais en travaillant à mon compte. Toutes ces affaires pour le bébé, c'est moi qui les ai achetées avec mon argent. Vous m'avez même traité de radine pour avoir acheté une couverture bon marché, tu vois ? Voilà. Tu faisais des travaux à ton compte ? N'est-ce pas ? Tu flambais sûrement cet argent dans tes caprices sans donner un centime à ton mari, contre-attaqua Sylvie, se sentant en position de supériorité en voyant Chloé pleurer. Vous voyez, monsieur Dubois ? On lui pose une question poliment et elle se met à pleurer. Quelle pleurnicheuse ! Julien,
regarde ta femme. » Julien se contentait de garder la tête basse, n'osant regarder ni Chloé, ni, bien sûr, son beau-père. Chloé secouait la tête avec véhémence. Les larmes coulaient sur ses joues. « Papa, ce n'est pas vrai. Crois-moi, s'il te plaît. » Monsieur Dubois regarda sa fille en pleurs sur le lit, puis regarda Sylvie, debout, arrogante, le visage plein de mensonges. Sa fureur avait atteint son paroxysme. « Assez, » gronda-t-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle fit trembler la chambre. Sylvie se tut instantanément. Monsieur Dubois se concentra sur Julien. « Julien, je ne parle pas à votre mère, je vous parle à vous, en tant que mari de ma fille. » Julien leva légèrement la tête, les lèvres tremblantes. « Oui, beau papa. Pendant 3 ans de mariage, chaque premier du mois, j'ai viré 4 000 € sur votre compte bancaire. Je l'ai fait sur votre compte exprès, pas sur celui de Chloé, parce que je pensais qu'en tant que chef de famille, vous géreriez cet argent pour le bonheur de ma fille. » Chloé sentit son cœur se serrer. 4 000 € pendant 3 ans. Chaque mois, elle eut le vertige. C'était une somme astronomique. « Je ne l'ai pas dit à Chloé exprès, » continua Monsieur Dubois. « Je voulais que ma fille sente que son mari prenait bien soin d'elle, qu'elle vive confortablement. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui ?» Monsieur Dubois montra la couverture du bébé. « Ma fille accouche dans une chambre partagée et mon petit-fils est enveloppé dans un chiffon bon marché. Pendant ce temps, vous, » il montra les sacs de courses qui étaient à l'extérieur de la porte, « vous revenez juste de vous faire plaisir. »« Beau papa, c'est un malentendu, » balbutia Julien. « Cet argent, nous l'avons utilisé pour... » « Pourquoi l'avez-vous utilisé, Julien ?» pressa Monsieur Dubois. « Pour les frais de la maison, beau papa. L'hypothèque, les mensualités de la voiture. » « La maison ?» Monsieur Dubois laissa échapper un rire sardonique. « La maison dans laquelle vous vivez est au nom de votre mère. Et la voiture. Depuis quand un simple employé de bureau comme vous peut-il se permettre une berline de luxe à crédit ?» Sylvie vit que la situation tournait mal. « Eh bien, mais c'est aussi notre argent, Monsieur Dubois. L'argent de Julien compte aussi. C'est normal qu'il l'utilise pour la famille, y compris pour sa mère. Donc, dit Monsieur Dubois, vous avez pris l'argent qui devait être pour ma fille et vous l'avez utilisé à votre propre profit. Pendant ce temps, ma fille enceinte travaillait jusque tard dans la nuit. N'est-ce pas? Beau papa, s'excusa Julien. Chloé voulait travailler. Elle disait qu'elle s'ennuyait à la maison. Ennuyée? Répéta Chloé à voix basse. Elle avait le cœur brisé. Je travaillais parce que l'argent que tu me donnais n'était jamais suffisant, Julien. Je travaillais parce que ta mère ne me donnait même pas de quoi acheter des vitamines. La tension s'empara de nouveau de la chambre. Monsieur Dubois regarda son gendre avec une expression meurtrière. « Julien, je ne veux plus d'excuses. » Il sortit son portable de la poche de son costume cher. « Montrez-moi maintenant les mouvements de votre compte bancaire. » Julien se figea. C'était la fin. « Beau papa, s'il vous plaît, pas ici. »« Quelle honte !» murmura-t-il. « La honte ?» cria Monsieur Dubois. « Après avoir trompé ma fille pendant 3 ans, vous me parlez de honte maintenant? Montrez-la-moi, tout de suite. »« Mon téléphone ne capte pas bien à l'hôpital, beau papa, » s'excusa Julien, un mensonge pathétique. Il pouvait à peine tenir son téléphone. « Arrêtez de trouver des excuses ou vous voulez nous jeter votre argent à la figure, Monsieur Dubois ?» cria soudain Sylvie. « Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez nous insulter comme ça? Mon Julien travaille aussi. Nous avons aussi notre argent. Nous n'avons pas besoin du vôtre. Si vous n'en aviez pas besoin, pourquoi l'avez-vous utilisé ?» contre-attaqua Monsieur Dubois. Sylvie resta sans voix. Son visage devint rouge de colère et d'humiliation. Monsieur Dubois ne sia pas. Il regarda Julien. « Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2. » Julien tremblait. 1. Il regarda sa mère, puis Chloé, qui pleurait inconsolablement sur le lit. Il était pris entre le marteau et l'enclume. « Beau papa, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de voir votre téléphone. » l'interrompit froidement Monsieur Dubois. Il composa un numéro sur son téléphone. « Allô, envoyez-moi immédiatement un relevé complet de tous les virements mensuels sur le compte au nom de Julien au cours des 3 dernières années et un suivi de toutes les dépenses de ce compte. » Maintenant, Monsieur Dubois raccrocha. Il regarda Julien et Sylvie. « Vous me prenez pour un idiot? J'ai toujours gardé un œil sur le flux de cet argent.
Je voulais juste vous entendre l'admettre de votre propre bouche. Mais vous avez choisi de mentir. Julien et Sylvie s'effondrèrent sur les chaises dures de la salle d'attente. Ils savaient que la partie était terminée. Le silence dans la chambre était dense, plus lourd que l'air vicié de l'hôpital. Le ventilateur de plafond continuait de grincer, et le seul son que Chloé entendait était celui de son propre cœur qui battait violemment contre ses tempes. 144 000 €. Ce chiffre tournait dans sa tête comme une toupie. 144 000 €. 4 000 € par mois pendant 3 ans. Chloé regarda son père, puis Julien la tête basse, et Sylvie, pâle comme un mur. Elle essaya de traiter cette information, de la relier à sa vie des 3 dernières années. 3 ans de lutte, de privation, de se sentir toujours coupable de ne pas en avoir assez, d'être un fardeau. Soudain, des bribes de souvenirs émergèrent dans son esprit, maintenant teintées d'une signification nouvelle et douloureuse. Elle se souvint quand elle était à 4 mois de grossesse. Ce n'était pas une envie de luxe, elle désirait juste désespérément des mangues mûries à point, un peu plus chères, mais parfaitement juteuses, du primeur. Elle prit son courage à 2 mains et le demanda à Julien. Julien se figea. C'était la fin. « Beau papa, s'il vous plaît, pas ici. »« Quelle honte » murmura-t-il. « La honte » cria M. Dubois. « Après avoir trompé ma fille pendant 3 ans, vous me parlez de honte maintenant? Montrez-la-moi, tout de suite. »« Mon téléphone ne capte pas bien à l'hôpital, beau papa, » s'excusa Julien, un mensonge pathétique. Il pouvait à peine tenir son téléphone. Le jour où elle avait demandé des mangues à 10 €, 4 000 € avaient été versés sur le compte de son mari. Elle se souvint quand elle était à 7 mois. Son ventre était énorme, et son dos lui faisait terriblement mal. Mais elle se forçait à continuer ses travaux de design pour respecter les délais. Elle s'asseyait à la petite table de la salle à manger devant son ordinateur portable jusqu'à 3 heures du matin. Le bébé n'arrêtait pas de donner des coups de pied comme pour protester. Julien sortit de la chambre, non pour la consoler, mais pour boire de l'eau. Il la vit, épuisée, avec de profondes cernes. Que lui dit-il? « N'oublie pas de te lever demain matin. Prépare le petit déjeuner pour maman avant que je parte au travail. Pas un repose-toi. Pas un je t'aide. » Julien laissa sa femme enceinte travailler jusqu'à l'épuisement, alors que sur son compte en banque, il y avait assez d'argent pour engager une 12aine d'assistants. « Arrêtez de trouver des excuses ou vous voulez nous jeter votre argent à la figure, monsieur Dubois ?» cria soudain Sylvie. « Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez nous insulter comme ça? Mon Julien travaille aussi. Nous avons aussi notre argent. Nous n'avons pas besoin du vôtre. Si vous n'en aviez pas besoin, pourquoi l'avez-vous utilisé ?» contre-attaqua M. Dubois. Sylvie resta sans voix. Son visage devint rouge de colère et d'humiliation. Que lui dit-il? « N'oublie pas de te lever demain matin. Prépare le petit déjeuner pour maman avant que je parte au travail. Pas un repose-toi. Pas un je t'aide. » Julien laissa sa femme enceinte travailler jusqu'à l'épuisement, alors que sur son compte en banque, il y avait assez d'argent pour engager une 12aine d'assistants. « Arrêtez de trouver des excuses ou vous voulez nous jeter votre argent à la figure, monsieur Dubois ?» cria soudain Sylvie. « Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez nous insulter comme ça? Mon Julien travaille aussi. Nous avons aussi notre argent. Nous n'avons pas besoin du vôtre. Si vous n'en aviez pas besoin, pourquoi l'avez-vous utilisé ?» contre-attaqua M. Dubois. Sylvie resta sans voix. Son visage devint rouge de colère et d'humiliation. « Arrêtez de trouver des excuses ou vous voulez nous jeter votre argent à la figure, monsieur Dubois ?» cria soudain Sylvie. « Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez nous insulter comme ça? Mon Julien travaille aussi. Nous avons aussi notre argent. Nous n'avons pas besoin du vôtre. Si vous n'en aviez pas besoin, pourquoi l'avez-vous utilisé ?» contre-attaqua M. Dubois. Sylvie resta sans voix. Son visage devint rouge de colère et d'humiliation. Grand Hotel. Ping. Le téléphone de M. Dubois sonna. Une notification. 2. Des emails et des messages arrivèrent en cascade. Son assistant avait été rapide. M. Dubois n'eut pas besoin d'ouvrir son ordinateur portable. Le grand écran de son téléphone lui montra toutes les informations dont il avait besoin. Son visage resta calme, mais ses yeux brûlaient. « Julien ?» dit M. Dubois. « Le relevé de votre compte est fascinant. » Julien baissa encore plus la tête. « Voyons voir, » continua M. Dubois, sa voix sereine mais létale. « Le mois dernier, virement de 4 000 € de ma part le Huné. Le 4. Paiement par carte dans un restaurant de luxe. 300 €.
Oh, ce devait être un dîner splendide. Sylvie semblait nerveuse. Le 7, continua Monsieur Dubois. Paiement à la boutique Le Caprice scintillant, 2500 €. Il leva les yeux de son téléphone, regarda directement Sylvie. Monsieur Dubois regarda de nouveau l'écran. Et il y a 3 mois, virement de 4000 €. La semaine suivante, paiement de la compte pour une berline sportive rouge au nom de Julien. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Une voiture? La voiture rouge que tu as dit être une voiture de fonction, Julien? Julien balbutia. C'était une prime, Chloé. Une prime de l'entreprise. Une prime, dites-vous? Monsieur Dubois laissa échapper un rire sec. Monsieur Dubois regarda de nouveau l'écran. Et il y a 3 mois, virement de 4000 €. La semaine suivante, paiement de la compte pour une berline sportive rouge au nom de Julien. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Une voiture? La voiture rouge que tu as dit être une voiture de fonction, Julien? Julien balbutia. C'était une prime, Chloé. Une prime de l'entreprise. Une prime, dites-vous? Monsieur Dubois laissa échapper un rire sec. Votre entreprise n'accorde pas de prime si généreuse, Julien. Je connais votre salaire exact et je connais les résultats de votre entreprise. Cet argent-ci, il tapota l'écran du téléphone, c'est l'argent de ma fille. Ça suffit. Sylvie se leva soudainement. Elle n'en pouvait plus. Son visage, autrefois pâle, était maintenant rouge de colère. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est le droit de Julien. C'est mon fils. C'est normal qu'un fils s'occupe de sa mère, qu'il lui fasse des cadeaux. S'occuper de sa mère avec l'argent volé à sa femme? Demanda Monsieur Dubois avec acidité. Qui a-t-il volé? Répliqua Sylvie avec férocité. C'est l'argent de son mari. C'est son droit. D'ailleurs, vous l'avez vous-même viré sur le compte de Julien, n'est-ce pas? Alors c'est à Julien, pas à Chloé. Si c'était vraiment pour elle, pourquoi ne l'avez-vous pas versé sur son compte? Parce que je faisais confiance? Gronda Monsieur Dubois. Je faisais confiance au fait qu'un mari assumerait ses responsabilités. Je me suis trompée. Oui, vous vous êtes trompée, s'exclama Sylvie, se sentant victorieuse. Donc cet argent était déjà à nous de droit. Si avec, nous achetons des sacs, des voitures, ou si nous rénovons la maison, c'est notre affaire. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Rénover la maison? Se souvint Chloé. Il y a 2 mois, leur maison avait été entièrement rénovée. La cuisine avait été agrandie, et dans la chambre de Sylvie, une nouvelle climatisation et une salle de bain privée avaient été installées. Chloé avait dû dormir dans le salon exigu pendant 1 mois. Sylvie avait dit qu'elle avait gagné de l'argent à une tontine. Le cœur de Chloé se brisa en 1000 morceaux. Elle regarda son mari. « Julien, est-ce que ce que dit ta mère est vrai? Tu crois que c'était ton droit? » Julien n'eut pas le courage de répondre. Il ne put que pleurer, mais ses larmes semblaient fausses. Il ne pleurait pas pour Chloé, mais pour lui-même. Soudain, Julien tomba à genoux. Pas devant Chloé, mais devant Monsieur Dubois. Il rampa et tenta de s'agripper aux pieds de son beau-père. « Beau papa, pardonnez-moi! Je me suis trompée. C'est ma mère qui m'a forcée. Beau papa, je vous le promets, je vais changer. Je vous rendrai l'argent. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas licencier. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. » Chloé le regardait, stupéfaite. Même à un moment comme celui-ci, ce que Julien craignait, c'était de perdre son travail et d'aller en prison. Pas de perdre la confiance de sa femme. Pas le remords de l'avoir abandonnée, elle et son fils. Ping. Le téléphone de Monsieur Dubois sonna de nouveau. C'était un SMS de son assistant. Monsieur Dubois le lut. Son visage se durcit encore plus. Il regarda Julien agenouillé par terre. « Relevez-vous » ordonna-t-il. Julien ne bougea pas. « J'ai dit « relevez-vous » cria Monsieur Dubois. Julien se releva d'un bond, effrayé. Monsieur Dubois le regarda. « Mon assistant vient de m'envoyer le rapport de suivi des actifs. Vous avez été plus malin que je ne le pensais. Non seulement vous avez dépensé l'argent, mais vous l'avez utilisé pour acheter des biens à votre nom. » Julien et Sylvie se figèrent. La berline rouge est entièrement payée et au nom de Julien, et la maison dans laquelle vous vivez. Monsieur Dubois regarda Sylvie. L'hypothèque était garantie par la banque, et vous avez utilisé l'argent que je vous ai envoyé pour liquider le prêt de la rénovation. Vous n'avez pas seulement volé, vous avez blanchi l'argent. Monsieur Dubois se retourna.
Il ne regardait plus le mari et la belle-mère de sa fille. Il regarda Chloé, qui était assise en silence sur le lit, les yeux secs. « Chloé », l'appela-t-il doucement. « Je vais te le demander une dernière fois. Après tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as découvert, veux-tu rester avec cet homme et dans ce mariage ?» La question de M. Dubois resta suspendue en l'air. La chambre partagée était silencieuse comme une tombe. Tous les regards étaient tournés vers Chloé. Julien la regardait avec une expression pitoyable, trempée de sueur. Sylvie la regardait avec une expression acérée et pleine de haine. Chloé regarda son père. Cet homme qui lui avait toujours semblé froid et distant était maintenant face à elle, son bouclier protecteur. Et puis elle regarda le bébé qui dormait dans son berceau, un être innocent qui avait failli grandir dans un environnement rempli de mensonges, un bébé qui méritait bien mieux. Chloé déplaça lentement son regard vers Julien. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé, ou du moins celui qu'elle croyait avoir aimé, l'homme qu'elle avait défendu face à son père 3 ans plus tôt, l'homme en qui elle avait eu confiance pour diriger leur famille. Avant que Chloé ne puisse répondre, Sylvie ne put se retenir plus longtemps. Sa patience était à bout. Le masque de la belle-mère souffrante et patiente était tombé depuis longtemps. « Assez. Ne fais pas cette tête de victime. Belle maman » gémit Chloé. « Quoi ? Tu es une avare. Tu économisais jusqu'à l'épuisement. Mon petit-fils va naître et tu lui achètes cette couverture bon marché. Comment pouvais-je regarder les gens en face ?» Sylvie était de plus en plus exaltée. « Alors, quand vous avez envoyé cet argent à Julien, je l'ai dit à mon fils. C'est ta récompense, mon fils, le paiement pour avoir supporté cette femme. Et bien sûr qu'on l'a utilisé. On en a profité. Je me suis opposée dès le début à ce que Julien épouse votre fille. Je savais qu'une fille de riche serait une gâtée, une incapable, qui ne voudrait que se faire servir. Et finalement, j'avais raison. Monsieur Dubois haussa un sourcil, laissant la femme continuer. On pensait qu'en épousant la fille d'un magnat, notre vie serait plus facile, qu'on profiterait un peu de sa richesse. Mais non, Chloé menait une vie de mensonges, faisant semblant d'être indépendante, s'habillant avec des haillons, mangeant n'importe quoi. J'avais honte devant les voisins, devant mes amis. Ma belle-fille, mariée au fils d'un entrepreneur, et elle ressemblait à une clocharde. Les gens penseraient qu'on ne la traitait pas bien, alors qu'en réalité, c'est elle qui était radine. « Belle maman » gémit Chloé. « Quoi ? Tu es une avare. Tu économisais jusqu'à l'épuisement. Mon petit-fils va naître et tu lui achètes cette couverture bon marché. Comment pouvais-je regarder les gens en face ?» Sylvie était de plus en plus exaltée. « Alors, quand vous avez envoyé cet argent à Julien, je l'ai dit à mon fils. C'est ta récompense, mon fils, le paiement pour avoir supporté cette femme. Et bien sûr qu'on l'a utilisé. On en a profité. On a acheté de belles choses pour que les gens arrêtent de nous regarder de haut, pour pouvoir me vanter dans mes réunions que mon fils était un homme qui avait réussi, même si sa femme ressemblait à une indigente. » Chaque mot qui sortait de la bouche de Sylvie était un poignard qui se plantait dans le cœur de Chloé. Naïve, clocharde, radine, gâtée, indigente. Et toi, Chloé, Sylvie la désigna à nouveau. Tu es une idiote. Belle maman, gémit Chloé. Quoi? Tu es une avare. Tu économisais jusqu'à l'épuisement. Mon petit-fils va naître et tu lui achètes cette couverture bon marché. Comment pouvais-je regarder les gens en face? Sylvie était de plus en plus exaltée. Alors, quand vous avez envoyé cet argent à Julien, je l'ai dit à mon fils. C'est ta récompense, mon fils, le paiement pour avoir supporté cette femme. Et bien sûr qu'on l'a utilisé. On en a profité. Tu crois que c'était ton droit? Julien n'eut pas le courage de répondre. Il ne put que pleurer, mais ses larmes semblaient fausses. Il ne pleurait pas pour Chloé, mais pour lui-même. Julien, l'appela Chloé. Sa voix était incroyablement calme, presque sans expression. Julien sursauta. Il ne s'attendait pas à ce que Chloé l'appelle avec tant de calme. « Oui, ma chérie. Je vais juste te poser une question, » dit Chloé. « Je ne te demanderai pas pour la voiture ni pour la maison. Juste une chose. » Julien déglutit. « Quoi, Chloé? Quand j'étais à 7 mois, la voix de Chloé était basse mais claire, et que le médecin a dit que je souffrais de malnutrition et que je t'ai demandé de m'acheter un shake pour femme enceinte qui coûtait 20 €, ta mère a dit qu'il n'y avait pas d'argent. » Julien se mit à trembler. « Je te le demande. Julien, ce jour-là, tu savais que ta mère mentait, n'est-ce pas ?»
Julien regarda le sol. Il n'osait pas regarder sa femme dans les yeux. Il se souvenait de ce jour. Après que Chloé fut partie dans la chambre, sa mère avait ri. « Quel shake, quelle histoire! Du lait concentré sucré fera l'affaire », avait-elle dit. Et lui, Julien, avait simplement gardé le silence. « Réponds-moi, Julien », insista Chloé. Julien hocha la tête très lentement, presque imperceptiblement. « Oui », murmura-t-il. « Une dernière chose, » dit Chloé. « Quand je travaillais jusqu'à 3 heures du matin devant l'ordinateur portable, le dos brisé et le bébé donnant des coups de pied sans arrêt. Tu m'as vu, n'est-ce pas ?» Julien essaya de s'excuser. « Tu m'as vu ?» l'interrompit Chloé en répétant la question. « Et tu savais que sur ton compte, il y avait des centaines de milliers d'euros que mon père m'avait envoyés pour moi ?» Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Julien ne pouvait plus l'esquiver. Il savait que Chloé ne voulait pas de réponse, juste une confirmation. Il baissa profondément la tête. Cette fois, son hochement de tête fut plus clair. Le monde de Chloé s'effondra. Mais des décombres, elle se tint droite. Elle avait toutes les réponses dont elle avait besoin. 3 ans de patience, 3 ans de sacrifice, 3 ans d'amour, tout avait été en vain. Elle prit une profonde inspiration. La douleur des points de suture de l'opération n'était rien comparée à la douleur de son cœur. Chloé leva la tête. Elle ne regardait plus Julien, elle regarda directement dans les yeux de son père. « Papa. » Sa voix était maintenant ferme et forte. « J'ai ma réponse. » Monsieur Dubois la regarda, attendant. « Sors-moi d'ici, moi et mon fils. Maintenant. » Sylvie resta stupéfaite. « Quoi? Qu'est-ce que tu... Tu pars? Je vais divorcer? » continua Chloé. « Quoi? » cria Julien, montrant enfin une émotion qui n'était pas la peur. « Chloé, non, s'il te plaît, c'est un malentendu. Je peux tout expliquer. Tout est de la faute de ma mère. Je t'aime, Chloé, pour notre fils. » « Notre fils ?» Chloé laissa échapper un rire sardonique, glaçant. « Le fils que tu as couvert avec une couverture que tu as qualifiée de bon marché? Le fils à qui tu as refusé les vitamines? Le fils dont tu as laissé la mère travailler jusqu'à l'épuisement pendant que tu menais la grande vie? Ne prononce plus jamais le nom de mon fils. »« Quelle insolente tu es, Chloé !» cria Sylvie. « Ton père t'a fait un peu de peine et te voilà devenue arrogante. Divorce si tu veux. Tu crois que tu pourras vivre sans Julien? Qui voudra d'une divorcée avec un enfant? Tu reviendras en rampant nous demander de l'argent. » Chloé esquissa seulement un léger sourire. « Madame Sylvie, la voix de Monsieur Dubois était si froide qu'elle aurait pu geler le feu. Vous vous êtes trompé d'ennemi. » Monsieur Dubois ne perdit pas de temps. Il composa un numéro sur son téléphone. « Allô. Préparez ma meilleure équipe d'avocats. Tout de suite, » dit-il en regardant directement Julien et Sylvie, avec plein pouvoir. « Occupez-vous de transférer ma fille et mon petit-fils dans l'appartement terrasse. Déposez une demande de divorce au nom de Chloé Dubois. Exigence, garde exclusive. » Et Monsieur Dubois sourit légèrement. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Une réclamation pour dommages et intérêts matériels et moraux. Réclamez les 144 000 euros plus les intérêts. Saisissez tous les biens au nom de Julien et Sylvie qui ont été acquis avec cet argent. Je veux qu'ils se retrouvent sans rien. Maintenant, la chambre partagée semblait rétrécir. L'air, autrefois vicié, semblait maintenant lourd, chargé de venin. Les ordres que M. Dubois avait donnés par téléphone étaient concis, clairs et implacables. L'écho de ces paroles résonnait encore aux oreilles de Julien et Sylvie. Quoi? Sylvie fut la première à retrouver sa voix, bien qu'elle soit rauque. Saisir les biens? La police? Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas être sérieux. C'est une affaire de famille. Julien, de son côté, semblait avoir perdu son âme. Ses genoux fléchirent. Beau papa, ne faites pas ça, s'il vous plaît, gémit-il en tentant de nouveau de faire appel à sa compassion. Je travaillerai, beau papa, je vous le rendrai. Je divorcerai. Je veux dire, ne m'envoyez pas en prison, beau papa, s'il vous plaît. Monsieur Dubois ne répondit pas. Il rangea le téléphone dans la poche de son costume. Son regard était fixé sur Chloé. « Tu es prête, ma fille ?» demanda-t-il doucement, comme si les deux personnes paniquées en face de lui n'étaient que des ombres. Chloé hocha la tête. Ses mains, qui s'agrippaient auparavant à la couverture, se détendirent lentement. Elle avait pris sa décision. Il n'y avait plus de doute. « Je suis prête, papa. »« Non, tu ne partiras pas !» cria soudain Julien. Il se jeta en avant, essayant de s'accrocher au lit de Chloé.
Chloé, écoute-moi. Tout est de la faute de ma mère. Elle m'a empoisonné l'esprit. Je t'aime, Chloé. Pour notre fils, avant que la main de Julien ne puisse toucher le bord du lit, son corps fut intercepté par l'assistant personnel de M. Dubois, un homme corpulent, en costume noir, qui était resté silencieux près de la porte. L'homme se déplaça avec rapidité et efficacité, arrêtant Julien avec une main sur la poitrine, son visage inexpressif. « Excusez-moi, monsieur. Gardez vos distances. Lâche-moi, cette femme est mon épouse, » criait Julien. « Ce n'est plus votre épouse, » trancha M. Dubois. Puis il appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière près du lit de Chloé. « Je ne permettrai pas que ma fille reste une seconde de plus dans cet enfer que vous avez créé. » La porte s'ouvrit. Non seulement une infirmière entra, mais aussi 2 agents de sécurité de l'hôpital et la superviseure, qui avaient apparemment déjà été alertés par l'assistant de M. Dubois. « Que se passe-t-il, M. Dubois? Pourquoi tout ce vacarme dans la chambre ?» demanda la superviseure avec un visage inquiet. « Je suis le père de la patiente Chloé Dubois, » dit calmement M. Dubois. Sa présence imposait le respect. « Je vais transférer ma fille immédiatement et je vous demande de faire sortir ces 2 personnes. » Il désigna Julien et Sylvie de cette chambre. Elle perturbe la tranquillité de la patiente. « Quoi? Nous faire sortir? Cette femme est ma femme et cet enfant est mon fils, » protesta Julien. « Nous sommes son gendre et sa belle-mère, » ajouta Sylvie. La superviseure semblait confuse. « Excusez-moi, Monsieur Dubois, mais par procédure. Qui s'est occupé des formalités d'admission de ma fille ?» l'interrompit Monsieur Dubois. « Madame Chloé elle-même, monsieur, à titre personnel, » répondit une infirmière après avoir consulté les dossiers. « Parfait, » dit Monsieur Dubois. « Maintenant, c'est moi qui prends le relais. Transférez ma fille et mon petit-fils dans la meilleure suite VVIP de cet hôpital. Tous les frais sont à ma charge. » Et interdisé à ces 2 personnes, il désigna à nouveau Julien et Sylvie de s'approcher à moins de 100 mètres de ma fille. « VVIP ?» Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent. « Julien, ta femme s'échappe, fais quelque chose, incapable. » Mais Julien ne pouvait rien faire. 2 agents de sécurité l'encadraient déjà. À ce moment, 3 autres hommes entrèrent dans la chambre. Ils ne portaient pas l'uniforme de l'hôpital. Ils portaient des costumes impeccables, bien plus chers que celui que Julien avait porté à son mariage. Ils portaient des mallettes en cuir. « Bonjour, Monsieur Dubois, » dit l'homme du centre. « Nous sommes votre équipe de représentation légale. » Julien et Sylvie se figèrent. C'était réel. Ce n'était pas du bluff. L'avocat ignora le couple, s'adressa directement à Monsieur Dubois. « Toute la documentation est prête, monsieur. La procuration, le projet de demande de divorce et le rapport initial pour la police. » Puis l'avocat se tourna vers Julien et Sylvie. Son visage était aimable, mais ses yeux étaient froids comme la glace. « Bonjour, Monsieur Julien, Madame Sylvie. Je représente notre client, Monsieur Dubois, et celle qui sera bientôt notre cliente, Madame Chloé. Je ne veux pas divorcer, » dit Julien, pris de panique. « Ce choix n'est plus entre vos mains, Monsieur Julien, » répondit calmement l'avocat. « Actuellement, vous avez 2 options. Je vous recommande d'écouter attentivement. » Pendant que l'avocat parlait, le personnel de l'hôpital s'activait. Un fauteuil roulant pour Chloé arriva. Un berceau VVIP avec une couverture en cachemire plus douce et appropriée fut introduit par une infirmière dédiée. Chloé, avec l'aide de l'infirmière, s'assit lentement et, pour la première fois, berça son fils avec un sentiment de soulagement. « La première option, » dit l'avocat en rompant le silence. Sa voix était calme. « Vous signez ces documents. Une reconnaissance d'avoir reçu et utilisé les 144 000 €, un accord de divorce, la cession de la garde exclusive à Madame Chloé et le transfert de la propriété d'une berline rouge et d'un logement comme premier paiement du remboursement des 10 fonds. » « Quoi? Notre maison? » « Non, » cria Sylvie. « Elle est à mon nom, une maison rénovée et dont l'hypothèque a été liquidée avec de l'argent qui ne vous revenait pas, Madame Sylvie, » la corrigea l'avocat. « Si vous coopérez et signez tout aujourd'hui, notre client aura et je dis bien la clémence de ne pas porter plainte au pénal pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. » Julien regarda sa mère, terrifié. La prison. Ce mot résonnait à ses oreilles. « Et la deuxième option ?» murmura Julien, sa voix à peine audible. La deuxième option, le sourire de l'avocat s'effaça,
Point est-ce que vous refusiez? Nous déposerons la plainte civile cet après-midi, même et simultanément la plainte pénale auprès de la police. Les preuves des virements, l'enregistrement de votre confession d'il y a un instant, il montra le téléphone de M. Dubois, et vos relevés bancaires sont plus que suffisants. Nous vous garantissons que vous ne gagnerez pas, vous perdrez tout, et, plus important encore, vous passerez un bon moment derrière les barreaux. Choisissez. Carmen tremblait. Son visage, autrefois rouge de colère, était maintenant pâle comme un linge. Son arrogance s'était évaporée. Il ne restait que la peur. Au milieu du chaos, Chloé était déjà dans le fauteuil roulant, serrant son bébé dans ses bras, prête à partir. Monsieur Dubois était à ses côtés. Son assistant poussait le fauteuil. Alors qu'il franchissait le seuil, Julien fit un dernier geste désespéré. Il se dégagea des gardes et tomba à genoux par terre. « Chloé !» cria-t-il, inconsolable. « Ma chérie, ne pars pas. Je suis désolé, je me suis trompé. Je te baiserai les pieds. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Chloé fit signe à l'assistant de s'arrêter. Julien la regarda avec des yeux pleins d'espoir. Chloé. Chloé regarda le visage de son mari, le visage qu'elle avait autrefois aimé, maintenant baigné de larmes de crocodile. Elle ne ressentit rien, ni compassion, ni amour, seulement de la lassitude. Lentement, Chloé tourna son regard vers l'avant. « Avancez !» ordonna-t-elle à voix basse à l'assistant. Le fauteuil roulant se remit en marche, laissant derrière lui Julien agenouillé dans le couloir et Sylvie effondrée sur une chaise, regardant, stupéfaite, la liasse de documents légaux entre les mains de l'avocat. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrirent. Chloé entra avec son père sans regarder en arrière. « Chloé !» Le cri désespéré de Julien fut la dernière chose qu'elle entendit avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, l'emmenant vers sa nouvelle vie. Le silence à l'intérieur de l'ascenseur VVIP, spacieux et sentant les produits de nettoyage coûteux, était absolu. Seul le doux bourdonnement de la machinerie se faisait entendre pendant qu'il montait. Chloé appuya sa tête contre le dossier du fauteuil roulant. Elle ferma les yeux un instant. Son étreinte autour du petit bébé sur ses genoux se resserra. Elle pouvait sentir le battement du petit cœur de son fils, rythmique et calme, un contraste avec la tempête qu'elle venait de laisser derrière elle. Monsieur Dubois se tenait à ses côtés, une main protectrice sur l'épaule du fauteuil roulant. Il ne dit rien. Il savait que sa fille avait besoin de temps. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent non pas sur un couloir normal, mais directement sur un luxueux hall privé au dernier étage. Cette suite VVIP ressemblait plus à celle d'un hôtel 5 étoiles. Moquettes épaisses, murs lambrissés de bois et éclairage chaleureux. Une autre infirmière, la chef de service, attendait déjà. « Bienvenue, Madame Chloé. Monsieur Dubois, la chambre est prête. » Ils furent conduits à la chambre. Chloé retint son souffle. Elle était immense. Elle disposait d'un salon séparé, d'un confortable canapé en velours et d'un lit de patient motorisé de dernière génération. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était la gigantesque baie vitrée allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. Le ciel du soir commençait déjà à se teinter d'orange. Dans un coin de la pièce se trouvait un magnifique berceau en bois massif, parfaitement équipé d'articles pour bébés de première qualité, tous dans leur emballage d'origine, un monde à part du berceau en plastique et de la couverture du marché. « Reposez-vous, madame. Je vais vous aider à transférer le bébé, » dit doucement l'infirmière. Chloé hésita un instant. Elle ne voulait pas lâcher son fils. Monsieur Dubois sembla comprendre. « Laisse-moi le prendre, » dit-il. Et avec précaution, Monsieur Dubois prit son premier petit-fils des bras de Chloé. L'homme, qui avait toujours paru si froid, semblait un peu maladroit, mais ses yeux irradiaient une immense tendresse. « Salut, petit champion, bienvenue dans la famille, » murmura-t-il au bébé. « Quoi? Tu vas abandonner si facilement? Cette maison est à ta mère. Une maison dans laquelle nous ne pourrons pas vivre si nous sommes en prison, maman, » cria Julien, perdant enfin son sang-froid. « Tu n'as pas entendu le mot prison? Je ne veux pas aller en prison. Et tout ça, c'est de ta faute, de ta cupidité. »« De ma faute ?» se leva Sylvie. « Ne me fais pas rire. Toi aussi, tu en as profité. Tu conduisais cette voiture. » C'était un pleur de soulagement, un pleur qui lavait toutes les blessures, tous les mensonges, toutes les humiliations qu'elle avait avalées pendant les 3 dernières années. Elle pleura sa propre stupidité, elle pleura ses années perdues,
et elle pleura le fait qu'elle était enfin libre. Monsieur Dubois remit rapidement le bébé à l'infirmière et s'agenouilla près du fauteuil roulant de Chloé. Il serra sa fille dans ses bras. « Pleure, ma fille, laisse tout sortir. C'est passé, tout est terminé. »« Papa, je suis désolée. » sanglota Chloé contre l'épaule de son père. « J'ai été si bête. »« Chut !» l'interrompit Monsieur Dubois. « Tu n'es pas bête, tu es simplement trop bonne. Et ils ont profité de ta bonté. À partir de maintenant, plus personne ne te fera de mal, je te le promets. » Pendant ce temps, dans la chambre partagée de l'étage inférieur, la scène était bien différente. Les cris désespérés de Julien dans le couloir n'arrêtèrent pas les avocats. Ils rentrèrent dans la chambre où Sylvie était toujours assise, rigide. Julien entra derrière eux en titubant. Sa démarche était faible. Ses yeux étaient vides. « Bien !» dit l'avocat principal en posant la pile de documents et un stylo sur la table en face de Sylvie. Le temps de la négociation est terminé. Il est temps de décider, la prison ou la signature. Sylvie regarda les papiers. Sur la première page, on pouvait lire clairement « Reconnaissance de dette et cession d'actifs ». Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le chiffre de 144 000 €. « Ça, c'est du vol », gronda-t-elle. « C'est la justice, Madame Sylvie », répliqua froidement l'avocat. « Considérez cela comme une remise. Si nous allons au procès, le montant pourrait tripler avec les intérêts bancaires et les coûts pour dommages moraux, sans parler de nos honoraires, qui seraient également à votre charge. Et le bonus d'un séjour en prison. » Les mains de Sylvie tremblaient. Elle regarda Julien. « Julien, regarde ça. On va se retrouver à la rue. » Julien ne répondit pas. Il se contenta de fixer le mur. Son monde s'était déjà effondré. « Julien » l'appela Chloé. Sa voix était incroyablement calme, presque sans expression. Julien sursauta. Il ne s'attendait pas à ce que Chloé l'appelle avec tant de calme. « Oui, ma chérie. Je vais juste te poser une question, » dit Chloé. « Je ne te demanderai pas pour la voiture ni pour la maison. Juste une chose. » Julien déglutit. « Quoi? Tu vas abandonner si facilement? Cette maison est à ta mère. Une maison dans laquelle nous ne pourrons pas vivre si nous sommes en prison, maman, » cria Julien, perdant enfin son sang-froid. « Tu n'as pas entendu le mot prison? Je ne veux pas aller en prison. Et tout ça, c'est de ta faute, de ta cupidité. » « De ma faute ?» se leva Sylvie. « Ne me fais pas rire. Toi aussi, tu en as profité. Tu conduisais cette voiture. Tu adorais qu'on t'appelle un homme qui a réussi. Et maintenant, tu me rejettes la faute, fils ingrat. Assez. » La voix de l'avocat coupa leur dispute. « Nous ne sommes pas payés pour assister à des drames familiaux. Soit vous signez, soit j'appelle la police tout de suite. » Il sortit son téléphone. Sylvie regarda le téléphone, puis la pile de papier. D'une main tremblante, elle attrapa le stylo. « Où ?» gronda-t-elle. L'avocat lui indiqua où elle devait signer sur chacun des onglets adhésifs. Sylvie signa avec une telle rage qu'elle déchira presque le papier. Quand elle eut terminé, elle jeta le stylo sur la table. « Monsieur Julien, à votre tour » dit l'avocat. Julien signa comme un automate, sans opposer de résistance. Sa signature était presque illisible. « Excellent » dit l'avocat en ramassant les documents. « Une dernière chose. » Il tendit la main. « Les clés de la voiture et de la maison. Vous avez 24 heures pour quitter le logement. Demain après-midi, notre équipe viendra le présenter. » Julien fouilla ses poches à contre-cœur, remit le porte-clés de la voiture rouge et les clés de la maison, qui avaient été sa fierté. Après le départ des avocats, Julien et Sylvie restèrent seuls dans la chambre. Sylvie, qui s'était montrée si forte un instant auparavant, s'effondra soudainement. Ses jambes cédèrent, elle tomba par terre et se mit à pleurer. « C'est fini. Tout, notre argent, notre maison. Ah, Julien, où allons-nous vivre ?» Julien ne répondit pas. Il s'assit sur une chaise, regardant, stupéfait, les sacs de marque de luxe qu'il venait d'apporter. Il gisait maintenant sur le sol, ironique et pathétique. Dans l'appartement terrasse de l'hôpital, Chloé venait de finir d'allaiter son fils pour la première fois en paix. Son vieux téléphone, à l'écran légèrement fissuré, reposait sur la table de chevet. Soudain, il vibra. Le nom de Julien apparut sur l'écran. Un appel. La vibration cessa, puis des notifications de SMS apparurent. 1, 2, 10. « Ma chérie, décroche,
S'il te plaît, je me suis trompée. Maman s'est évanouie. Chloé, s'il te plaît, il ne me reste plus rien. Tu es trop cruelle. On peut recommencer, ma chérie, je te le promets. L'amie de Chloé, Sophie, qui venait d'arriver après avoir reçu l'appel de Monsieur Dubois, vit la litanie de messages. Mon Dieu, Chloé, cet homme n'a aucune honte, grogna Sophie. Elle regarda son amie. Tu vas lui répondre? Chloé regarda l'écran du téléphone. Le visage pitoyable de Julien apparut fugitivement dans son esprit, mais fut bientôt remplacé par l'image du visage moqueur de Sylvie, d'elle-même travaillant jusqu'à 3 heures du matin, de cette couverture bon marché. D'une main ferme, Chloé prit le téléphone. Sophie pensa qu'elle allait répondre, mais Chloé maintint le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionna l'option « Éteindre ». L'écran devint noir. « Il n'y a plus de nous », se murmura Chloé à elle-même. Elle regarda Sophie et, pour la première fois depuis longtemps, sourit vraiment. Maintenant, il n'y a que mon fils et moi. La tranquillité de la suite VVIP était un luxe que Chloé avait presque oublié. Pendant les 2 jours suivants, elle se rétablit non seulement physiquement, mais aussi mentalement, entourée d'infirmières patientes, d'installations confortables et, surtout, de sécurité. Monsieur Dubois ne s'éloignait jamais trop. Il installa temporairement son bureau dans le salon de la suite, gérant ses affaires multimillionnaires tout en jetant un œil à son premier petit-fils. Son amie Sophie devint son bouclier émotionnel, lui rendant visite quotidiennement, lui apportant sa nourriture préférée, bien que celle de l'hôpital soit déjà excellente, et surtout, la faisant rire. « Alors, » dit Sophie le 3e jour en épluchant une pomme, « comment va s'appeler ce beau gosse? Ne me dis pas que comme il s'appelle Dubois, tu vas l'appeler Monsieur le Président dès son plus jeune âge. » Chloé rit, un rire sincère qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. La tranquillité de la suite VVIP était un luxe que Chloé avait presque oublié. Pendant les 2 jours suivants, elle se rétablit non seulement physiquement, mais aussi mentalement, entourée d'infirmières patientes, d'installations confortables et, surtout, de sécurité. Monsieur Dubois ne s'éloignait jamais trop. Il installa temporairement son bureau dans le salon de la suite, gérant ses affaires multimillionnaires tout en jetant un œil à son premier petit-fils. Alors que Chloé retrouvait la lumière, dans une autre partie de la ville, des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de la maison qui avait été sa fausse scène pendant 3 ans. Julien et Sylvie vivaient les 24 heures les plus longues de leur vie. Après le départ des avocats, la maison semblait vide. La colère explosive de Sylvie s'était transformée en un pleur hystérique et terrifiant. « Ma maison, l'héritage de ton père, ils nous l'ont prise, Julien. Ils nous l'ont prise !» Elle regarda Sophie et, pour la première fois depuis longtemps, sourit vraiment. « Maintenant, il n'y a que mon fils et moi. Il faut qu'on déménage, maman. »« Maintenant. Où est-ce qu'on déménage ?» cria Sylvie. « Sous un pont? Tu n'as pas d'argent? Moi non plus. Mes cartes de crédit sont toutes bloquées. C'est sûrement ce vieux qui a fait ça. » Julien ne dit pas à sa mère qu'il lui restait encore une petite somme d'argent au noir qu'il avait réussi à sortir du bureau. Un argent qu'il lui avait même caché. C'était son seul espoir. Ils commencèrent à faire leurs valises dans une ambiance terrible. Sylvie n'emballait pas. Elle était occupée à cacher les bijoux en or qu'elle avait achetés avec l'argent de Chloé dans sa gaine et à envelopper ses sacs de marque, dont peu étaient authentiques, dans de vieux sacs en tissu, espérant que l'équipe de saisie ne s'en apercevrait pas. Julien, de son côté, mit ses vêtements dans une seule grande valise. Il jeta un dernier regard à la berline rouge dans le garage. Son éclat semblait se moquer de son malheur. Le lendemain, à midi pile, la sonnette retentit. Ce n'était pas l'avocat. C'était pire. 3 hommes costauds accompagnés d'un membre de l'équipe juridique et d'un serrurier. « Le temps est écoulé, Monsieur Julien, Madame Sylvie », dit l'un des hommes de l'équipe juridique, d'une voix sans expression. Sylvie tenta un dernier acte de résistance. Elle courut vers la porte et commença à crier aux voisins. « Au secours! À l'aide! On nous expulse injustement! Des riches veulent nous voler notre maison! Au secours! » Plusieurs voisins sortirent, curieux, mais l'équipe juridique était préparée. Elle sortit une copie de l'ordonnance du tribunal et le document signé par Sylvie la veille. Cette dame a volontairement signé une cession d'actifs en compensation d'une affaire de détournement de fonds. Tout est légal. Veuillez ne pas vous immiscer dans des affaires juridiques. Les visages des voisins, auparavant compatissants, devinrent méfiants. Détournement de fonds. Ce mot résonna. Ils commencèrent immédiatement à chuchoter. Voyant que sa résistance était inutile, Sylvie se dégonfla.
Prenez vos affaires et sortez, s'il vous plaît. Nous allons changer la serrure de cette maison, dit l'employé. Sous le regard de dizaines de voisins qui chuchotaient, Julien sortit en traînant sa valise. Sylvie le suivit, portant un sac en tissu bombé, se cachant le visage avec le bord d'un foulard pour dissimuler sa honte. « Un instant !» cria Julien. L'employé de l'équipe juridique s'arrêta. La berline rouge. On pourrait l'utiliser pour emporter les valises. On la rendra plus tard. L'homme de l'équipe juridique le regarda comme s'il était de la poussière. « Monsieur Julien, cette voiture n'est plus à vous depuis hier. C'est un actif saisi. Allez-vous-en. » Il montra la rue principale. Julien baissa la tête, marcha jusqu'au bout de la rue et héla un vieux taxi. Il mit la valise dedans et aida sa mère, qui pleurait toujours, à monter. « Où allons-nous, Julien ?» sanglota Sylvie dans le taxi. « Dans une pension près de la voie ferrée » répondit Julien à voix basse. « C'est la seule chose que je peux payer avec ce qui nous reste. » Alors que le taxi s'éloignait, le serrurier commença son travail. Le son de la perceuse brisant la vieille serrure était désolant. Clic! La porte se ferma. La nouvelle serrure était en place. Le chapitre de leur vie de luxe était officiellement terminé. Presque au même moment, dans le hall VVIP de l'hôpital, Sophie reçut un message sur son téléphone. Elle le montra à Chloé, qui était élégamment vêtue d'une robe simple mais chic que son père lui avait offerte. Le message était court. Actif un logement et actif 2 voitures. Sécurisé. Clients Julien et Sylvie ont coopéré. Chloé lut le message. Il n'y eut ni sourire de triomphe, ni rire de satisfaction, seulement un long et profond soupir. Elle ferma les yeux un instant. Une dernière larme roula sur sa joue, une larme qui nettoyait les derniers vestiges du passé. « C'est fini, Chloé », murmura Sophie en lui prenant la main. Chloé hocha la tête. « Oui, c'est fini. » Monsieur Dubois sortit de l'administration, rangeant sa carte de crédit en platine dans sa poche. « Tout est réglé. Allons-y, ma fille, à la maison. » Une infirmière apporta Léo, enveloppé dans une douce couverture en cachemire. Chloé se leva du fauteuil roulant. Elle avait encore un peu mal, mais refusa qu'on la pousse. Elle marcha par elle-même, prit Léo fermement, sortit de l'hôpital, en franchissant les portes brillantes du hall. Dehors, une luxueuse berline noire avec chauffeur privé l'attendait. Elle monta dans la voiture, laissant derrière elle l'odeur de désinfectant et un passé douloureux. Elle ne regarda plus en arrière. Si nous allons au procès, le montant pourrait tripler avec les intérêts bancaires et les coûts pour dommages moraux, sans parler de nos honoraires, qui seraient également à votre charge, et le bonus d'un séjour en prison. Les mains de Sylvie tremblaient. Elle regarda Julien. « Julien, regarde ça. On va se retrouver à la rue. » Julien ne répondit pas. Il se contenta de fixer le mur. Son monde s'était déjà effondré. On pourrait l'utiliser pour emporter les valises. On la rendra plus tard. L'homme de l'équipe juridique le regarda comme s'il était de la poussière. « Monsieur Julien, cette voiture n'est plus à vous depuis hier. C'est un actif saisi. Allez-vous-en. » Il montra la rue principale. Julien baissa la tête, marcha jusqu'au bout de la rue et héla un vieux taxi. Il mit la valise dedans et aida sa mère, qui pleurait toujours, à monter. « Où allons-nous, Julien ?» sanglota Sylvie dans le taxi. Au lieu de cela, elle tourna vers le quartier des affaires et s'arrêta dans le hall d'un imposant gratte-ciel. « Papa, où allons-nous » demanda Chloé, inquiète. « À la maison » répondit brièvement Monsieur Dubois avec un léger sourire. Ils montèrent dans un ascenseur privé directement au dernier étage, le 50e. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ce qui les accueillit n'était pas le hall d'un bureau, mais le salon impressionnant d'un appartement-terrasse. Les murs étaient presque entièrement en verre, offrant une vue à 360 degrés sur la ville. Le sol était en marbre importé. Les meubles étaient minimalistes, mais semblaient incroyablement chers. « Mon Dieu, papa, où sommes-nous » Chloé était stupéfaite. « Chez toi. »« Chez vous » dit Monsieur Dubois. Il prit Léo des bras de Chloé. « Mon assistant l'a préparé depuis hier. Bienvenue à la maison, ma fille. » Une femme d'âge mûr en uniforme les accueillit. « Bonjour, Madame Chloé. Je suis Madame Bertrand. Je suis la nounou de Léo. Et voici Madame Jeanne, votre infirmière personnelle pour la période post-partum. » Chloé était encore plus confuse. « Nounou. Infirmière personnelle.
Monsieur Dubois lui fit visiter l'appartement. Il y avait 3 chambres. La principale était plus grande que tout l'appartement de location dans lequel elle avait vécu. Il y avait une chambre d'amis et une autre qui avait été convertie en la chambre de bébé la plus luxueuse qu'elle ait jamais vue. Le berceau était en bois massif, il y avait une armoire pleine de jouets éducatifs importés et de vêtements de bébé de marque, et un système de climatisation avec contrôle de la température. Sophie siffla à voix basse. « Chloé, c'est de la folie. C'est un palais. » Cette nuit-là, après le départ de Sophie et que Léo dormait dans son luxueux berceau, Chloé ne put dormir. Elle se tenait debout devant l'immense baie vitrée, contemplant les lumières scintillantes de la ville. Elle aurait dû être heureuse. Elle était libre, riche, en sécurité, mais son cœur était inquiet. Elle se sentait petite. Elle avait l'impression de venir de déménager d'une prison à une autre. Avant, la prison exiguë de Julien et Sylvie, maintenant la cage dorée de son père. Elle n'avait rien fait pour mériter cela. Elle était juste la fille de son père. Le lendemain matin, après un petit déjeuner préparé par le chef personnel de son père, Chloé se rendit dans le bureau de son père dans l'appartement. « Papa » l'appela-t-elle à voix basse. Monsieur Dubois leva les yeux d'une pile de papier. « Oui, ma fille. Tu as besoin de quelque chose? Tu n'aimes pas la nourriture? Non, papa. » Chloé prit une profonde inspiration. « Merci. Merci pour tout. Pour Léo. Pour cet endroit. Je ne sais pas quoi dire. Cette nuit-là, après le départ de Sophie et que Léo dormait dans son luxueux berceau, Chloé ne put dormir. Elle se tenait debout devant l'immense baie vitrée, contemplant les lumières scintillantes de la ville. Elle aurait dû être heureuse. Elle était libre, riche, en sécurité, mais son cœur était inquiet. Elle se sentait petite. Elle avait l'impression de venir de déménager d'une prison à une autre. Avant, la prison exiguë de Julien et Sylvie, maintenant la cage dorée de son père. « Tu n'as rien à dire » dit Monsieur Dubois avec douceur. « Tout cela est ton droit, un droit qui t'arrive avec du retard. »« Mais je ne peux pas vivre comme ça, papa, » dit Chloé. Le front de Monsieur Dubois se fronça. « Comment ça? Tu ne peux pas vivre comme ça? Comme ça, en étant servie, plainte, en étant de nouveau un fardeau pour toi. Je ne suis plus une enfant, papa. Je suis une mère. » Chloé regarda son père droit dans les yeux. « Je ne veux pas être un parasite. » Le visage de Monsieur Dubois, autrefois doux, se durcit. « Parasite? Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, j'étais un parasite dans la maison de Julien et Sylvie, même si je travaillais, et maintenant j'ai l'impression d'être un parasite ici. Je ne veux pas vivre de ta pitié, » dit fermement Chloé. « Je veux m'en sortir par moi-même. » Monsieur Dubois garda le silence. Lentement, un sourire se dessina sur les lèvres de Monsieur Dubois. Un sourire de fierté sincère. « Et quel est ton plan? » Le cœur de Chloé s'accéléra. C'était le moment. Je veux lancer ma propre entreprise. Quelle entreprise? Je suis graphiste, mais je suis aussi mère, commença à expliquer Chloé. Papa, regarde tous ces articles pour bébé que tu m'as achetés. Ils sont luxueux, ils sont bons, mais ils doivent coûter une fortune. Toutes les mères ne peuvent pas se le permettre. Je veux créer ma propre marque d'articles pour bébé de qualité premium, avec un beau design, mais à un prix raisonnable. Elle fit une pause et continua. Et des vêtements. Des vêtements modestes pour les mères. Je sais ce que c'est que de passer toute la journée dans de vieux vêtements. Je sais à quel point il est difficile de trouver des vêtements d'allaitement qui soient confortables, élégants et qui ne soient pas révélateurs. Je veux créer une ligne de mode modeste et moderne pour les mères comme moi. Des vêtements qui les fassent se sentir belles et respectées, même lorsqu'elles sont occupées à s'occuper de leurs enfants. Monsieur Dubois écoutait attentivement. Son visage ne montrait aucune expression. « J'ai les designs », dit Chloé avec nervosité. Elle sortit la tablette que son père lui avait offerte et ouvrit le dossier de son portfolio de design. « Je peux le faire. Je sais que je peux. J'ai juste besoin du capital. » Quand Chloé eut terminé, Monsieur Dubois se pencha en arrière dans son fauteuil. « D'accord. C'est un bon plan. Le marché de la mode modeste et des articles pour bébé ne meurt jamais. »« Tu es d'accord, papa ?» demanda Chloé, pleine d'espoir. « Bien sûr, » dit Monsieur Dubois. « Je te donnerai le capital. » Les yeux de Chloé brillèrent. « Mais, » continua son père, « pas comme un cadeau. Je te le donnerai comme un prêt d'entreprise. Prépare un plan d'affaires adéquat. Calcule les coûts de production, de marketing, les bénéfices attendus. Présente-le-moi, et s'il est viable, je te transférerai les fonds. »
Le visage de Chloé, qui brillait déjà, s'illumina encore plus. C'était ce qu'elle voulait. Pas un cadeau, pas de la pitié, mais un défi, de la confiance. Je vais préparer le plan d'affaires immédiatement, papa. Tout de suite. Bien. Fais venir Sophie. Fais-en ta directrice. C'est une fille intelligente et loyale. Je te donnerai accès à l'équipe de branding de mon entreprise pour qu'elle te conseille. Monsieur Dubois se leva. Voilà ma fille. Presque au même moment, dans une pension près de la voie ferrée, Julien se réveilla. L'odeur d'égout et le vacarme d'un train secouèrent ses sens. Sylvie ronflait sur une natte à côté de lui. Il n'y avait qu'un vieux ventilateur qui tournait bruyamment. Julien prit son téléphone. Ni message, ni appel. Il ouvrit l'application de la banque. Solde restant. 300 €, assez pour payer le loyer de la pension de ce mois-ci et de la nourriture bon marché. Il y avait une notification par email du service des ressources humaines de son ancienne entreprise, une lettre de licenciement pour faute grave. Il était maintenant officiellement un chômeur avec un mauvais dossier. Julien jeta le téléphone sur le matelas fin. Il fixa le plafond plein de toiles d'araignée. Il n'avait plus rien. De retour dans l'appartement terrasse, Chloé était en visioconférence avec Sophie. « Sophie, tu veux être la directrice générale de notre entreprise ?» cria Chloé, excitée. « Quoi? Directrice générale? De quelle entreprise? Tu viens d'accoucher, Chloé ?» rit Sophie de l'autre côté. « De notre entreprise. Je suis sérieuse. Mon père nous donnera le capital. Nous allons créer notre marque, Chloé Apparel. » Sophie garda le silence, puis sourit jusqu'aux oreilles. « Prête pour le poste, directrice. » Chloé rit, raccrocha et regarda Léo, qui dormait dans son luxueux berceau. « On va commencer, mon fils, » murmura-t-elle. Elle n'était plus la faible Chloé. Elle était Chloé Dubois, mère et future entrepreneur. 6 mois passèrent. Pour Chloé, ce furent 6 mois de brouillard, remplis de couches, de réunions, de plans d'affaires, de nuits blanches pour Léo et de nuits blanches à dessiner. Pour Julien et Sylvie, ce furent 6 mois d'une lente descente aux enfers. La pension que Julien avait louée avec l'argent au noir qui lui restait était un cagibi de 3-4 mètres, près de la voie ferrée. Il n'y avait pas de climatisation. Une petite fenêtre, en s'ouvrant, laissait entrer la puanteur d'un égout bouché. Les murs en contreplaqué fin laissaient entendre chaque conversation, chaque dispute, chaque soupir de la chambre voisine. Toutes les 30 minutes, jour et nuit, un train passait, faisant trembler tout le bâtiment. Celle qui fut autrefois la reine des réunions mondaines, Sylvie, n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Ses bijoux en or cachés dans sa gaine furent vendus un par un pour pouvoir manger. Habituée à être servie, elle devait maintenant utiliser des toilettes communes au bout du couloir et faire sa lessive à la main. Ce jour-là, elle s'assit devant la porte de sa chambre, près de l'égout malodorant, et commença à frotter les vêtements en sueur de Julien dans un seau avec de la lessive bon marché. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant rêches et douloureuses. L'eau savonneuse la piquait, la puanteur lui retournait l'estomac. Une voisine, la dame du stand de salade, s'arrêta. « Vous faites la lessive, Madame Sylvie? C'est bizarre. Vous l'emmeniez toujours à la laverie. » Le visage de Sylvie rougit. « Juste pour faire un peu d'exercice, » mentit-elle. La voisine rit. « De l'exercice? Eh bien, vous avez une mine bien amère. Dites donc, les vêtements de travail de votre mari, il faut les frotter avec une brosse, non? Comme ça. Sinon, la saleté ne part pas. » Elle lui jeta une vieille brosse à laver. Sylvie se sentit humiliée jusqu'à la moelle. Des larmes tombèrent dans l'eau sale. Elle détestait ça. Elle détestait l'odeur. Elle détestait la voisine. Elle détestait Julien. Et surtout, elle détestait Chloé et son père. Dans un marché de gros, Julien chargeait des sacs de pommes de terre. Celui qui fut autrefois un employé de bureau en chemise propre était maintenant un manutentionnaire avec un vieux t-shirt déchiré. Son corps, autrefois soigné, était maintenant mince et brûlé par le soleil. Mis sur liste noire par toutes les entreprises, le seul travail qu'il put trouver fut celui-ci. Il était payé à la journée, 2 € pour chaque sac qu'il déplaçait du camion au stand. Il travaillait depuis l'aube. Il avait mal au dos. Ses mains étaient pleines d'ampoules. « Hé, Julien, bouge-toi plus vite. C'est incroyable qu'avec ta carrure, tu mettes autant de temps à déplacer un sac. » lui cria le contremaître. Julien ne pouvait que hocher la tête et presser le pas. À la fin de l'après-midi,
Il reçut sa paie. 75 € en billets froissés qui sentaient le poisson. Assez pour acheter du riz et des nouilles instantanées. Autrefois, avec 75 €, il payait à peine 3 heures de parking au centre commercial. Il rentra à pied pour économiser l'argent du bus. Il trouva sa mère assise dans le noir. Ils avaient l'électricité coupée et seule une ampoule basse consommation fonctionnait. « Tu as ramené combien ?» demanda Sylvie d'une voix rauque. Julien jeta les billets sur la natte, 75 €. Les yeux de Sylvie brillèrent de dédain. « Seulement ça? Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Avec ça, on n'a même pas de quoi acheter du riz. » « Si, ça suffit, maman. Si on économise, si tu arrêtes de me demander de t'acheter de l'adoucissant qui sent les fleurs, » explosa Julien à bout. « Tu crois que c'est facile de gagner de l'argent? J'ai le dos brisé et les mains en sang. Et toi, qu'est-ce que tu fais à la maison? T'asseoir et te plaindre. »« J'ai fait la lessive, » cria Sylvie, « et j'ai supporté les humiliations des voisins. »« Moi, Madame Sylvie, humiliée par une vendeuse de salade? Et tout ça par ta faute, par ma faute? » Julien laissa échapper un rire amer. « De qui était la faute, maman? Qui était la cupide? Qui a dit c'est ta récompense, mon fils? Qui disait que Chloé était une radine stupide? » Sylvie garda le silence. « Toi !» lui cria Julien en la désignant. « Qui? Si tu n'avais pas été si avare, si on avait donné à Chloé ne serait-ce que 500 € des 4000, elle aurait été heureuse. Et nous, on aurait encore eu 3500 € par mois. On pourrait continuer à vivre confortablement. Mais tu voulais tout. La cupidité, c'est ça ta maladie. » Clac. Une gifle retentit dans la pièce. Sylvie l'avait frappé de toutes ses forces. « Fils ingrat, » allaita TL. « Tu rejettes la faute sur ta mère. Tout ça, c'est parce que tu es une mauviette. Tu n'as pas su contrôler ta femme. Si tu avais été plus dur avec elle depuis le début, Chloé n'aurait pas osé. » Julien se toucha la joue brûlante. Quelque chose en lui se brisa. « Une mauviette ?» répéta-t-il. « C'est toi qui m'as rendu comme ça. Je ne voulais pas aller en prison et maintenant? Maintenant, je n'ai plus rien. » Ils se crièrent dessus, s'insultèrent, se blâmèrent mutuellement. Leurs voix se mêlèrent au vacarme du train. Il n'y avait plus d'amour entre la mère et le fils. Seulement deux êtres désespérés, piégés dans le karma qu'ils avaient eux-mêmes créé, fatigués de se battre, ils se turent. Leurs estomacs gargouillaient. Julien prépara 2 paquets de nouilles instantanées dans une vieille casserole, sans œufs, sans légumes, juste des nouilles et le sachet de poudre. Ils mangèrent en silence. Soudain, leur attention se porta sur le seul divertissement de la pièce, une vieille télévision à tube de 14 pouces qu'ils avaient achetée pour 20 €. Ils diffusaient les informations locales avec un segment sur les jeunes entrepreneurs. « Et notre prochaine figure inspirante est Madame Chloé Dubois », dit la présentatrice. Julien et Sylvie se figèrent, les cuillères en l'air. À l'écran apparut le visage de Chloé. Elle était différente, toujours aussi belle, mais elle dégageait maintenant une aura différente. Elle portait un chemisier élégant et un foulard assorti d'un rose poudré. Elle se tenait devant une grande et luxueuse boutique, avec une grande enseigne qui disait Chloé Apparel. « Oui, merci. » La voix de Chloé était claire et assurée à la télévision. Chloé Apparel est née de mon rêve d'offrir des vêtements confortables, élégants et modestes pour les jeunes mères. La caméra montra l'intérieur de la boutique, bondée de clientes de la haute société, qui se disputaient les vêtements et les articles pour bébés de première qualité. Et pour célébrer l'ouverture de notre première boutique, continua Chloé en souriant à la caméra, nous donnerons 10% des bénéfices de ce mois à un orphelinat. Crash. Sylvie avait lancé son bol de nouilles contre la vieille télévision. L'écran vacilla et s'éteignit. Des morceaux de céramique et du bouillon de nouilles se répandirent sur le sol. « Effrontée !» cria Sylvie, sa voix dépassant à nouveau le bruit du train. « Elle se vante. Elle se vante de notre souffrance. Salope !» Julien ne bougea pas. Il resta à regarder l'écran maintenant noir de la télévision. Dans son reflet, il vit son propre visage. Hâve, mince, vaincu. Complètement vaincu. 1 an s'était écoulé depuis ce jour à l'hôpital. Pour ceux qui construisent des rêves, le temps file. L'appartement terrasse, autrefois étrange, était devenu un foyer chaleureux pour Chloé et Léo. Sous la tutelle de M. Dubois, un mentor en affaires strict mais juste, Chloé Apparel grandit à un rythme vertigineux. Le plan d'affaires de Chloé avait été brillant. Elle ne vendait pas seulement des vêtements, elle vendait une histoire,
une communauté, elle construisit une image de marque qui comprenait les jeunes mères. La qualité était premium, mais les prix restaient accessibles pour la classe moyenne. Le résultat fut explosif. En un an, Chloé Apparel ouvrit des boutiques dans 5 centres commerciaux de luxe et établit un atelier de production qui employait des dizaines de couturières locales. Aujourd'hui était un jour spécial. Le premier anniversaire de Léo et le premier anniversaire de Chloé Apparel. Mais la célébration n'eut pas lieu dans un hôtel de luxe. Fidèle à sa promesse, Chloé la célébra ailleurs, dans un orphelinat humble mais propre à la périphérie de la ville. La cour de l'orphelinat était décorée de ballons. Des dizaines d'enfants orphelins étaient assis en rang, les yeux brillants en voyant les boîtes de cadeaux et un énorme gâteau d'anniversaire. Léo, qui rampait déjà, riait joyeusement sur les genoux de son grand-père, Monsieur Dubois. Chloé monta sur une petite scène, vêtue d'une robe blanche, simple mais élégante de sa dernière collection. Son visage était serein et radieux. « Bonjour à tous », dit-elle d'une voix douce. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que directrice de Chloé Apparel, je suis ici en tant que Chloé, une mère et une fille. » Elle sourit à son père. « Il y a 1 an, mon fils Léo est né, et sa naissance a été une nouvelle aube dans ma vie. Il m'a appris le sens de la force. Je veux que Léo apprenne que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous pouvons partager. C'est pourquoi, en remerciement pour son premier anniversaire et pour la première année de Chloé Apparel, mon père et moi avons décidé de financer la rénovation complète de cet orphelinat et d'établir une fondation pour garantir les frais de scolarité de tous ces enfants jusqu'à la fin du lycée. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. La directrice de l'orphelinat, une religieuse, pleurait d'émotion. Les enfants criaient de joie. Monsieur Dubois, avec Léo dans ses bras, fut celui qui applaudit le plus fort. Il regarda sa fille, les yeux embués. Elle n'avait pas seulement réussi, elle était devenue une grande personne. Alors que Chloé descendait de la scène et prenait Léo, le téléphone que Sophie tenait vibra. Sophie le regarda et s'approcha de Chloé. « Chloé » murmura-t-elle au milieu du brouhaha. « Il y a des nouvelles. » Chloé se tourna. « Quelles nouvelles, Sophie ?» Sophie hésita un instant. « Des nouvelles sur le karma. » Chloé fronça les sourcils. Sophie lui montra l'écran du téléphone. Il y avait 2 messages. Le premier venait de l'équipe juridique de son père. Une arrestation a eu lieu dans une petite entreprise de messagerie. Julien N. a été arrêté pour détournement de 2 000 € des fonds de l'entreprise. Il est actuellement en garde à vue. 2 000 €. Chloé sourit avec amertume. Avant, c'était des centaines de milliers. Maintenant, il était tombé pour 2 000. Sans autre compétence que la fraude, Julien avait tenté de répéter son crime à une échelle plus petite et plus maladroite, et il s'était fait prendre. Ensuite, Sophie fit glisser l'écran jusqu'au 2e message, reçu quelques minutes plus tôt du concierge de son ancien immeuble. « Mademoiselle Sophie, il y a eu du grabuge dans la résidence. Une vieille femme a été surprise en train de voler des vêtements sur un étendoir dans le bâtiment C. Quand on l'a surprise, elle s'est mise à crier comme une hystérique. C'était l'ancienne belle-mère de Madame Chloé, Madame Sylvie. Elle était décharnée et méconnaissable. La police l'a emmenée. La reine des réunions mondaines qui se vantait de ses sacs de luxe. Maintenant une voleuse de vêtements sur un étendoir. Le karma était arrivé de la manière la plus ironique possible. Avec l'arrestation de Julien, Sylvie avait perdu sa seule source de revenus, aussi misérable soit-elle. La faim avait vaincu son orgueil. Chloé regarda l'écran du téléphone pendant un long moment. « Tu vas bien, Chloé ?» demanda Sophie. Chloé prit une profonde inspiration. Elle ne ressentit ni explosion de triomphe, ni envie de célébrer. Ce qu'elle ressentit, c'était du soulagement, la libération d'un lourd fardeau qu'elle avait, sans s'en rendre compte, porté pendant longtemps. Le chapitre était enfin clos par le destin. Elle verrouilla l'écran et rendit le téléphone à Sophie. « Je vais bien, » dit-elle. « Mieux encore, je me sens libérée. » Elle se retourna. Il n'y avait plus d'ombre du passé dans son regard. Devant elle, Léo riait en tendant ses petites mains vers le gâteau d'anniversaire. Son père lui souriait. « Viens, ma fille. Il est temps de souffler les bougies, » dit Monsieur Dubois. Chloé hocha la tête, s'approcha de son fils, le prit dans ses bras et lui embrassa la joue potelée. Elle se plaça à côté de son père, entourée des rires des enfants de l'orphelinat. « Joyeux anniversaire, mon amour » murmura-t-elle à Léo. Chloé ferma les yeux un instant
et fit une prière de remerciement. Puis elle les ouvrit, sourit, et, avec Léo, souffla l'unique bougie du gâteau. La flamme s'éteignit, ne laissant que la lumière de sa nouvelle aube.